Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le sujet de l'équilibre alimentaire dans le chapitre Principes de base d'une alimentation équilibrée. Notre objectif premier pour aujourd'hui est de reconnaître que l'apport alimentaire doit couvrir les dépenses énergétiques, nos dépenses, et assurer le renouvellement cellulaire et moléculaire, c'est-à-dire assurer les besoins alimentaires permanents en matière et en énergie. De plus, il faudrait reconnaître que les besoins alimentaires sont quantitatifs et qualitatifs à la fois. Savoir qu'une alimentation équilibrée revient à équilibrer les apports et les besoins. Mais pourquoi y a-t-il des besoins permanents? C'est parce qu'il y a d'abord un renouvellement moléculaire. Prenons l'exemple de l'eau. Nous perdons de l'eau d'une façon permanente, même pour les activités les plus simples. Nous perdons 50 millilitres d'eau par heure sous forme de sueur en dormant. Et ces pertes augmentent avec le niveau de l'activité. Être assis au repos, être debout inactif, pour atteindre à la fin 1200 millilitres par heure de perte, donc 1200 millilitres d'eau perdue par heure pour une course à 15 km heure. Nos besoins sont permanents car nos pertes sont permanentes. De plus, il y a un renouvellement cellulaire. Les cellules des couches supérieures de la peau sont renouvelées en uniquement une semaine. C'est le cas aussi pour les globules rouges qui sont renouvelés en 100 jours. En 100 jours, les globules rouges, chaque globule rouge est remplacé par un autre. Du moment où nos pertes sont permanentes, nos besoins sont aussi permanents. Mais quel devenir y a-t-il pour les aliments ingérés? D'abord, ces aliments, les molécules complexes, vont subir une digestion, c'est-à-dire ces molécules complexes seront décomposées en molécules plus simples. Les nutriments, qui sont les acides aminés pour les protéines, les acides gras pour les lipides, les triglycérides, et le sucre simple pour les glucides. Ces nutriments d'origine animale ou végétale vont subir par la suite une assimilation par nos cellules qui vont effectuer la synthèse de nos propres molécules organiques à partir de ces molécules d'origine animale et végétale, et s'il y a un excès, cet excès va être mis en réserve sous forme de graisse surtout. Les nutriments d'origine organique peuvent subir aussi une dégradation par oxydation. Prenons l'exemple du glucose. Le glucose réagit avec le dioxygène de l'air respiré, mais ceci va provoquer des pertes en gaz carbonique, des pertes en eau, en plus de l'énergie produite utilisable par notre organisme. En plus des pertes en eau et en gaz carbonique, nous avons des pertes en urée qui résultent, elles, de la dégradation des protéines. Nos besoins alimentaires sont bien sûr quantitatifs et qualitatifs à la fois. Pour les besoins quantitatifs, prenons l'exemple des dépenses énergétiques d'un homme très actif et on se demande si les besoins alimentaires de cet homme sont les mêmes que pour un autre peu actif. La réponse est bien sûr non, parce que l'activité musculaire chez l'homme très actif est supérieure que celle de l'homme peu actif, donc il y a une dépense énergétique supplémentaire. Les besoins alimentaires sont donc plus élevés chez l'homme très actif. Pour les besoins qualitatifs, commençons par les besoins qualitatifs en lipides. Les acides gras sont les nutriments lipidiques et on peut prouver l'importance de ces nutriments en fournissant à de jeunes rats une alimentation carencée, dépourvue en certains acides gras. Et on remarque un arrêt de croissance, une stérilité, incapacité de se reproduire et des lésions cutanées, des lésions de la peau. En effet, les acides gras ont une grande valeur énergétique comme source d'énergie
pour nos cellules musculaires, par exemple, au cours d'exercices physiques. De plus, les acides gras ont une grande valeur nutritionnelle dans le sens où ils fournissent des substances essentielles dans la structure des membranes cellulaires. En fait, les acides gras, comme le montre la figure ci-contre, sont des constituants des phospholipides qui forment donc la membrane cytoplasmique de chacune de nos cellules. De plus, les acides gras fournissent des substances essentielles dans la structure des cellules nerveuses. Prenons l'exemple de la myéline, cette substance qui entoure les fibres nerveuses. Si cette substance est détruite, les individus sont atteints d'une maladie grave et invalidante, la sclérose en plaques. De plus, ils fournissent des substances essentielles dans la synthèse de certaines hormones comme les hormones de la reproduction, testostérone, estrogène, progestérone, et dans la synthèse de certaines vitamines. En plus des besoins qualitatifs en lipides, nous avons des besoins qualitatifs en protéines. Les besoins qualitatifs en protéines, en fait, toutes les protéines sont formées à partir des 20 acides aminés présentés ci-contre. Les chaînes d'acides aminés peuvent comporter des dizaines ou des centaines d'acides aminés, mais choisis toujours parmi cette liste de 20 acides aminés. La taille en acides aminés d'une protéine joue un rôle déterminant dans sa fonction, mais la séquence joue un rôle aussi important. La séquence, c'est la succession ordonnée des acides aminés dans une protéine, comme le montre l'exemple ci-contre, dans lequel nous avons pris 3 peptides A, B et C, formés chacun de 5 acides aminés, les mêmes acides aminés, mais disposés d'une façon différente. 3 séquences différentes, donc 3 peptides différents. C'est la séquence qui détermine donc la nature et la fonction d'une protéine ou d'un peptide. Les acides aminés alimentaires sont importants parce qu'ils permettent de synthétiser nos propres protéines. Nos protéines de structure qui interviennent dans les membranes cellulaires, par exemple. Prenons l'exemple de la maladie qui touche 7 enfants atteints d'un déficit d'une protéine structurale et le résultat est une vieillesse précoce. D'où l'importance de ces protéines de structure. Les protéines de fonction, les protéines fonctionnelles, les enzymes sont aussi importants. Prenons l'exemple de l'ADN polymérase, ARN polymérase, ADN ligase ou bien des lactases, lipases, protéases. Il suffit de parler d'enzymes pour cerner l'importance de ces protéines dans le fonctionnement de notre organisme. Parmi les acides aminés, nous avons des acides aminés essentiels. On les qualifie d'essentiels tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être fabriqués par notre organisme. Ils doivent donc être apportés obligatoirement avec l'alimentation, c'est surtout avec une alimentation riche en protéines. Nos besoins quotidiens en protéines s'élèvent à 1 gramme par kilogramme, 1 gramme de protéines par kilogramme de notre poids corporel et par jour. Prenons l'exemple d'un homme de 70 kg. Cet individu a besoin de 70 grammes de protéines par jour. S'il y a un excès de protéines alimentaires, cet excès va contribuer à la formation de lipides. C'est le cas chez certains individus qui effectuent de la musculation et qui prennent un supplément protéique dans le but d'augmenter le volume des muscles. S'ils ne s'exercent pas assez, l'excès de protéines va être dégradé, il va contribuer à la formation de lipides qui vont être stockés, il risque ainsi l'obésité. De plus, il va y avoir une fatigue du foie et des reins qui doivent éliminer les déchets protéiques, les déchets de la dégradation des protéines, c'est-à-dire l'ammoniac et l'urée, les déchets azotés. Dans le cas contraire d'un déficit en protéines, les protéines musculaires vont être dégradées, on parle alors de fonte musculaire dans le sens où le volume des muscles diminue.
Nous avons aussi des besoins qualitatifs en vitamines. Les vitamines sont des substances organiques aussi, apportées par l'alimentation, mais ces substances organiques sont indispensables à l'organisme en très faible dose. La déficience en certaines vitamines est qualifiée d'avitaminose. Prenons l'exemple de l'avitaminose C ou scorbut, une maladie qui touchait jadis les marins qui voyageaient de longs mois sur des navires bien fournis en glucides, lipides et protides, mais en absence d'aliments frais, les marins montraient des signes d'hémorragie, d'inflammation des gencives, entre autres symptômes. Ces signes étaient guéris par une simple consommation d'agrumes riches en vitamine C comme le citron. Les vitamines ont été subdivisées en deux groupes. Le groupe des vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau, les vitamines B et C, pouvant être éliminées par les urines en cas d'excès. Les vitamines liposolubles sont solubles dans les lipides et peuvent être stockées dans l'organisme. Il s'agit des vitamines A, D, E et K. Nous avons aussi des besoins qualitatifs en minéraux. L'eau est une substance minérale qui représente 60 à 70% de notre poids. Elle assure la dissolution et le transport de nutriments dans notre organisme, comme le montre le document ci-contre, présentant les constituants du plasma du sang donc, 900 grammes d'eau par litre de plasma. Donc nous avons une quantité considérable d'eau, d'où l'importance de cette substance. Avec l'eau dans le plasma, il y a du glucose, des lipides, des protéines, mais il y a aussi des sels minéraux, 9 grammes par litre. Les sels minéraux dissous sont importants parce qu'ils assurent l'équilibre électrolytique du corps, dans le sens où ils assurent l'équilibre entre les milieux liquidiens, plasma, lymphe et liquide intracellulaire dans l'organisme. De plus, ce sont des constituants de l'organisme, comme le calcium constituant de nos os, de notre système osseux, du fer constituant de l'hémoglobine du sang, de l'iode constituant de la thyroxine, hormone thyroïdienne. Le document suivant présente le pourcentage de goitre, hypertrophie de la glande thyroïde, selon la teneur de l'eau en iode, pour montrer l'importance de l'iode et des sels minéraux en général. Dans ce tableau, on vous présente deux populations, A et B. La première population reçoit une eau riche en iode avec 2,3 microgrammes par 100 cm3 contre 0,04 microgrammes par 100 cm3 d'iode dans l'eau, donc quantité inférieure. Et là, le pourcentage de goitre dans la population A, avec l'eau enrichie en iode, riche en iode, est de 1% uniquement, contre 56% pour la population B, avec l'eau pauvre en iode. Ceci montre le rôle préventif de l'iode contre le goitre. Dans l'équilibre alimentaire, enfin, on vous a dit que l'alimentation équilibrée consiste à équilibrer apport et dépenses en qualité comme en quantité, en respectant certaines règles. Nous allons découvrir maintenant ces règles. La première règle est la formule 4,2,1 égale GPL. Formule étrange dont la signification se trouve dans ce tableau, présentant les besoins quotidiens en nombre de portions et en pourcentage de l'apport énergétique total. Pour les glucides, c'est 4 portions, 4G. Pour les protéines, c'est 2 portions 2P. Pour les lipides, une portion, c'est 1L. C'est ça la signification, donc 4,2,1 égale GPL, 4 portions de glucides, 2 portions de protéines et une portion de lipides. Il faudrait répartir la ration énergétique sur toute la journée avec 25% de l'apport énergétique total pour le petit déjeuner pour démarrer sa journée en forme. De plus, il faudrait diversifier son alimentation et inclure des fibres alimentaires. Ce sont des glucides indigestes qui facilitent le transit intestinal, protégeant ainsi notre appareil digestif, malgré le fait qu'elles ne subissent pas la digestion.
Il faudrait en plus équilibrer les apports entre protéines animales et protéines végétales qui devraient être à quantité égale, consommer 3 fois plus de sucre à assimilation lente que de sucre à assimilation rapide, c'est ça l'équilibre, consommer 2 fois plus de lipides d'origine végétale que de lipides d'origine animale. Dans la pyramide alimentaire, qui constitue un moyen simple pour montrer l'équilibre alimentaire en qualité comme en quantité, les quantités conseillées diminuent de la base vers le sommet. À la base, nous avons des produits fournissant des sucres lents, des protéines végétales et des fibres végétales. Il s'agit de céréales, des pâtes, du riz, donc 6 à 11 portions. Par-dessus, nous avons les fruits et les légumes, apportant sels minéraux et vitamines, en plus de fibres végétales et de sucres rapides. Par-dessus, nous avons les viandes et le lait, apportant surtout des protéines animales et des sels minéraux comme le calcium pour le lait, et les vitamines aussi, comme les vitamines liposolubles pour les viandes. Et par-dessus, au sommet, nous avons les graisses avec les apports conseillés les plus faibles, donc inférieurs à une portion. La pyramide alimentaire pourrait être présentée d'une façon différente en gardant les mêmes proportions. Rappelons à la fin qu'une portion correspond à une tomate, une pomme, 90 g de viande ou de poisson. C'est aussi un œuf, un verre de lait ou 60 g de fromage. Nous pouvons maintenant passer à un exercice d'application. On vous demande, à partir des résultats d'une enquête visant à montrer le rôle des fruits et des légumes dans la prévention de maladies cardiovasculaires, on vous demande de justifier donc ce rôle préventif à partir d'un document. Dans ce tableau, nous avons le régime alimentaire en fruits et en légumes avec la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires dans 3 villes, 1, 2 et 3. L'analyse des résultats concernant la mortalité montre une diminution entre 300 cas et 180 cas par 100 000 habitants et par année entre les villes 1 et 3. Par contre, la consommation en fruits augmente de la ville 1 à la ville 3, 260 à 238 grammes par jour, et la consommation des légumes aussi. Ainsi, on pourrait répondre. Dans notre réponse, on doit mentionner que le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires diminue. On n'oublie pas les valeurs et les unités de 300 pour 100 000 habitants et pour un an dans la ville 1 jusqu'à 180. Quand les quantités de fruits et de légumes présentes dans le régime alimentaire augmentent, n'oubliez pas valeur et unité, 160 et 238 grammes par jour. De plus, pour que la réponse soit complète, il ne faut pas oublier de répondre à la consigne. Il fallait justifier le rôle des fruits et des légumes dans la prévention nutritionnelle des maladies cardiovasculaires et cette mention devrait figurer donc comme conclusion de votre analyse. Faisons ensemble le bilan des acquis de cette présentation. D'abord, les besoins alimentaires permanents de l'organisme sont couverts par l'apport alimentaire quotidien qui permet d'assurer le renouvellement cellulaire et moléculaire. Ces apports alimentaires doivent être divers en qualité comme en quantité, c'est-à-dire acides gras, protéines, vitamines, sels minéraux, fibres alimentaires. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut respecter un certain nombre de règles nutritionnelles, comme celles présentées dans la pyramide alimentaire. Il faudrait en plus veiller à consommer plus de protéines et de lipides d'origine végétale et à répartir ces repas dans la journée avec 25% de l'apport énergétique total dans le petit déjeuner. Voilà pour cette présentation. Je vous souhaite bon travail, bonne santé et à bientôt.